réaction et transfusion, pendant la période de la Première Guerre mondiale, j'ai probablement vu très large. Il y a des choses qui sont assez simples, on le verra, c'est par rapport à la réanimation et à la transfusion, parce que c'est vraiment le premier début. Pour l'anesthésie, c'est beaucoup plus compliqué, parce que premièrement, nous n'étions pas seuls les Français impliqués dans cette guerre, et finalement, on a un mélange de pratiques qui vont du plus simple au plus technique de l'époque. Donc, c'est assez difficile de dire ce qu'a été l'histoire de l'anesthésie au cours de la guerre de 14. Il y a eu beaucoup de progrès, mais il y a eu aussi un continuum de ce qui se faisait avant, sans aucune évolution. Et ça, c'est, je dirais, probablement la très grande différence qu'il y a eu entre les anglo-saxons et la France, qui est restée dans un modèle extrêmement classique. On avait peu évolué, je dirais, par rapport aux campagnes de Kabylie dans la pratique de l'anesthésie. La guerre de 14, c'est, je le rappelle, c'est plus de 20 millions de blessés soldats. Soldats, je ne parle que des militaires, et 8 millions de morts. Donc c'était quelque chose auquel on ne pensait pas du tout, et on est parti à la guerre de 14, je dirais sur une guerre qui devait être rapide, avec une théorie qui était la théorie de la balle humanitaire, les gens étaient peu blessés, une prise en charge assez succincte, on faisait le pansement et on évacuait sur l'arrière, et finalement on est parti dans cette guerre, et surtout sur les 2 premiers mois d'août et de septembre, avec des combats extrêmement violents, et tout de suite on s'est aperçu que la doctrine santé était totalement inappropriée à cette période. Il y avait peu de personnel, on verra, il y a de nouvelles blessures et des blessures beaucoup plus graves. Heureusement, je dirais, la réaction a été assez rapide et il y a eu une nouvelle organisation du service de santé avec toujours le poste de secours régimentaire au niveau du blessé, le triage et surtout 3 échelons de traitement avec le groupement d'ambulances de corps d'armée, là où il y avait ce qu'on a appelé une autochire et qui était l'équivalent du Casualty Clearing Station des Anglais. C'est Marcy, c'est Gosset, c'est Plisson, c'est Proust, et qui traitait les extrêmes et premières urgences. On était déjà à 10-15 km du front. Et puis les hôpitaux d'origine d'étape primaire, pour les blessés et gazés de 2e urgence, et puis les hôpitaux d'étape secondaire qui étaient beaucoup plus loin. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ces extrêmes, les délais de transport, initialement, il fallait par exemple 13 heures pour aller de Dunkerque à Amiens en train. Et qu'au début de la guerre, en fait, il y avait beaucoup de morts dans les wagons qui arrivaient. Il n'y avait aucun soin, aucune surveillance, pas de chauffage, c'était des conditions déplorables. Là, il y a quand même eu, je dirais, une mise en place d'une structure qui était quand même beaucoup plus efficace. Alors le poste de triage, je m'arrête un petit peu parce que le poste de triage, il a été à plusieurs endroits. Parce qu'à un moment donné, il était mis au niveau des autochires et pour éviter l'encombrement des autochires, il y a eu un point de triage supplémentaire qui a été fait, distinct du poste de secours. Tout ça pour améliorer la fluidité de transport. Les nouvelles blessures, c'est les agents vulnérants. Les balles, finalement, c'est très peu de choses. 90% d'éclats d'obus et des grenades. J'ai appris à ce propos que le célèbre shrapnel que je pensais être d'origine allemande, en fait, était un produit purement anglais, datant de la fin du XVIIIe siècle, et qui finalement n'était pas si méchant que ça, puisque c'était les obus à balles, qui étaient beaucoup moins dangereux que les obus brisants actuels qui ont vu le jour, parce que ces obus à balles étaient incapables d'être utilisés en guerre de tranchée. Le shrapnel, c'était pour tirer sur une plaine avec une troupe qui avançait. C'était une... Voilà. Les sites, on a une modification des sites des blessures, avec, je dirais, une répartition, beaucoup d'extrémités céphaliques, et surtout beaucoup de membres supérieurs, liés en fait au système du combat de tranchée, puisque les gens sortaient la tête et les bras. Les nouveaux blessés, c'est j'ai utilisé, je dirais, l'orthographe initiale du choc. Ce sont des blessés choqués, les blessés les plus graves, parce que les lésions sont graves, ils ont saigné. Il y a
des délais d'évacuation importants et surtout, en plus, il y a l'infection particulièrement importante. Et il y a des blessés gazés, je n'aborderai pas le problème particulier de la prise en charge des blessés gazés. Qu'est-ce qu'on a pour l'anesthésie? On a l'anesthésie générale par inhalation avec le chloroforme, les produits classiques, le chloroforme, l'éther, le chlorure d'éthyle, le protoxyde d'azote et l'utilisation aussi des mélanges de Schleich et mélange alcool, chloroforme, éther. Je passerai assez rapidement, puisque nous sommes, je dirais, un petit peu en retard, sur les produits eux-mêmes. Le chloroforme, c'est le produit, finalement, c'est « je t'aime moi non plus ». C'est le plus critiqué, il est reconnu comme étant le plus dangereux, mais fondamentalement, qu'est-ce que ça marche bien? Qu'est-ce que c'est puissant? On fait toute la chirurgie. Par contre, le grand problème, c'est sa toxicité, toxicité cardiaque immédiate, et puis toxicité secondaire rénale et hépatique, sa dépression respiratoire, et qui nécessite un opérateur entraîné. Et ça, c'est ce qui a le plus souvent manqué, et c'est la phrase de Ricard, entre le toxique et l'intoxiqué, il faut toujours un intermédiaire, il le faut intelligent et attentif. Hein, voilà. Mais ce produit a été extrêmement utilisé. Les gens comme Chevassus ont endormi plus de 6000 patients au chloroforme. Viard aussi, sa facilité d'administration et sa puissance en venant faire un produit idéal. Donc ça, c'est l'appareil de Ricard qui était théoriquement utilisé, mais on verra que le chloroforme est souvent utilisé de manière beaucoup plus simpliste. Et ça, c'est l'image avec l'appareil de Ricard et l'anesthésie. L'éther, c'est le produit à la mode, c'est le changement. Mais finalement, les chirurgiens trouvent que l'éther n'est pas très pratique. Hein. L'induction et le réveil sont lents, la tolérance est extrêmement mauvaise, il suffit de lire une certaine partie de... Je crois que c'est dans Duhamel, les mauvais réveils, les mauvais endormissements, il y a de l'agitation. De la même manière, il n'est pas adapté aux blessés hémorragiques et choqués. Il est irritant respiratoire, il fait hypersécréter, donc il y a beaucoup de problèmes. Par contre, il est reconnu comme étant le produit qui nécessite finalement la personne quasiment sans compétence pour être administrée. Donc à partir de là, c'est un produit qu'on aime bien parce qu'on le trouve peu dangereux. Il est aussi utilisé sous forme d'éther chaud, on le verra, ça c'est les anglo-saxons, et puis aussi sous forme intrarectale qui persistera encore quelques temps, et on parle encore dans l'anesthésie dans les armées de l'utilisation de l'éther intrarectal en 1935. L'appareil, c'est l'appareil d'ombre d'âne, hein, tout seigneur, tout honneur. Voilà, celui qu'on verra aussi jusque pendant la guerre d'Indochine, hein, dans les antennes chirurgicales, où il y aura l'appareil d'ombre d'âne qui sera mis à disposition des médecins. Ça, c'est l'appareil de Chipuet, qui est l'appareil de l'administration d'éther chaud ou de chloroforme, qui permettait d'avoir une meilleure tolérance, et en particulier à l'induction, moins d'irritation, hein, et quelque chose de plus confortable. Le chlorure d'éthyle, alors ça aussi c'est un produit que les chirurgiens militaires aiment bien, parce que c'est un produit, ça va vite et ça se réveille vite. Et ils considèrent finalement qu'il est extrêmement peu dangereux. Fondamentalement, il est toxique, hein, il a des inconvénients d'hypersécrétion bronchique, mais en fait ce qui s'est passé, c'est que compte tenu de la facilité d'utilisation, on casse l'ampoule dans l'appareil de Camus, et puis on fait de l'anesthésie, on faisait des anesthésies prolongées. Il y a une thèse qui est parue juste après la guerre, en 18, une thèse de Dupré, je crois, où justement il y avait un certain nombre de morts, et en particulier au niveau des autochires. Parce que, en fait, on débutait l'anesthésie, puis on continuait, on en remettait. C'est-à-dire que de ce qui était un produit intéressant pour une anesthésie très brève, un pansement un peu compliqué, on avait voulu en faire un anesthésique général de longue durée. C'est l'appareil de Camus qui est destiné à ça. Le protoxyde d'azote, je dirais que c'est un vieux produit. C'est un produit, son plus grand problème, et en particulier en France, c'est que pour l'administrer, il faut l'administrer avec de l'oxygène. Il faut des cylindres, et on préfère faire des obus que faire des cylindres pour les gaz médicaux. Et il y a eu de grands manques, de très grosses difficultés d'approvisionnement. Les appareils sont relativement complexes, plus complexes que ces appareils simples que nous avons pu voir.
Ça nécessite un personnel expérimenté, il est peu puissant, il doit être utilisé en association, soit avec de l'anesthésie locale, et beaucoup d'anesthésie locale, on le verra, en particulier pour tout ce qui est patients choqués avec des lésions abdominales ou les patients thoraciques. Mais c'est le produit idéal en cas de choc, de gangrène gazeuse, d'amputation. Ce sont les conclusions de la conférence interalliée en 1917. Ça fait déjà 3 ans. Et on s'aperçoit que le protoxyde d'azote sera peu utilisé, en particulier en France et par les Français. L'appareil, c'est l'appareil Loyo monovalve, un de ces appareils qui est un des premiers. Bon, c'est un appareil plus complexe que ce que nous avons pu voir. Voilà, ce qu'on utilise beaucoup, c'est le simple masque de Schimmelbusch, voilà, avec la technique où on fait tomber les gouttes pour que les gens s'endorment. L'anesthésie locale et loco-régionale, la rachianesthésie, bon, elle est un peu controversée, en particulier par rapport à ses effets secondaires. Et il ne faut pas encombrer les ambulances par des gens qui vomissent, qui ne vont pas très bien, qui ont mal à la tête. Il y a eu une grosse discussion, bon, qui a été un petit peu, je dirais, corrigée sur la fin de la guerre, parce que le grand reproche qu'on faisait, c'était l'hypotension éventuelle, et ce n'est que quand on a commencé à remplir les gens avant de faire la rachianesthésie qu'on s'est aperçu qu'elle était peut-être moins dangereuse que ce qu'on avait décrit initialement. L'anesthésie locale et tronculaire, par contre, elle est extrêmement utilisée. Les plaies cérébrales, les plaies du thorax, en complément dans la chirurgie abdominale, il y a toujours une infiltration pariétale pour que le chirurgien puisse travailler. Les produits utilisés, c'est la stovaïne et la novocaine. Le problème du responsable de l'anesthésie, bon, ça a été évoqué, je dirais, dans des communications présentes, ça a été longtemps évoqué, c'est le chirurgien. Mais c'est le problème de l'apparition d'un spécialiste. Alors, Jean-Bernard, quand on m'avait déjà dit, en Angleterre, on a des médecins, il y a des médecins anesthésistes, il y a déjà une chaire, non, en Angleterre, je ne crois pas, je ne sais pas s'il doit y avoir une chaire, mais dans l'armée anglaise, il n'y a pas de spécialiste. Et c'est en 1916 que dans l'armée anglaise, on va nommer un médecin spécialiste anesthésiste par, finalement, antenne chirurgicale pour simplifier. C'est la même chose aux États-Unis, où il faut attendre 1916 pour qu'on ait des médecins anesthésistes dans l'armée américaine. Le dernier conflit américain qui était pendant la guerre civile américaine et pendant la guerre franco-mexicaine, américano-mexicaine, il n'y avait pas de médecins anesthésistes déterminés. Et puis, chez les Canadiens, ils ont nommé rapidement 4 ou 5 médecins anesthésistes pour s'occuper de la partie. Par contre, en France, à aucun moment, on ne retrouve la trace d'un spécialiste nommé. Quel qu'il soit, je dirais, puisque parmi ces spécialistes qui étaient nommés chez les Anglais et les Américains, il y avait des médecins, il y avait des dentistes qui participaient à cette activité, mais dont c'était le vrai rôle de ne s'occuper que de l'anesthésie. On s'est beaucoup appuyé sur le principe américain de la formation des nurses anesthésistes, et le nombre de nurses anesthésistes, en particulier américaines et anglaises, ont été très importants. Les grands défenseurs de cette spécialisation, c'est George Creel, c'est Arthur Guedel et c'est Flagg qui ont défendu cette spécialisation de l'anesthésie. Sur la petite histoire, il faut quand même raconter, c'est à Harvard qu'en 1906, il y a eu la première chaire d'anesthésie. Et que lorsque le président de l'université a proposé de nommer, justement, de faire cette chaire d'anesthésie, le doyen avait dit que c'était probablement pas nécessaire qu'une si petite spécialité ait l'honneur d'une chaire. Voilà, c'est ce qui avait été dit à ce moment. Voilà, Creel, Arthur Guedel, et puis ça, c'est riche, on est chez les Américains, c'est le lieutenant Clark, qui a son matériel,
avec justement le protoxyde d'azote, l'oxygène, l'aspirateur, l'appareil de Rivard aussi pour prendre la tension. On commence à avoir une vraie station d'anesthésie. Alors là, j'ai mis ça, c'est un petit peu à part, c'était pour éventuellement pour la discussion, c'est l'appareil allemand, c'est le Dräger Roth qui est bien antérieur à la guerre puisqu'il date de 1902 et où je n'ai retrouvé aucune trace d'utilisation de ce matériel qui était un matériel oxygène et vapeur. La réanimation du choc traumatique, bon, c'est le choc qui est responsable de nombreux décès. Il est très fréquent chez le blessé grave. Toutes les discussions sur la physiopathologie sont, je dirais, un peu confuses à cette période. Il y a beaucoup de théories. Les grands noms de cette recherche, c'est Cannon, c'est Baylis, c'est Quenu, c'est Delbey. Mais surtout, ce qui est important, c'est que il y a une perception très importante de la gravité de ce choc et de la nécessité de le prendre en charge. C'est la première fois. Avant, le choc était, je dirais, un petit peu mis de côté et peu pris en compte. Donc voilà Baylis, voilà Fraser et Cannon. La réanimation du choc traumatique, c'est défini assez rapidement. Ça commence par l'immobilisation du blessé. Ensuite, c'est la lutte contre l'hypothermie, la lutte contre l'hypovolémie, avec le sérum salé à 9 pour 1000, le sérum salé hypertonique, qui est du sérum salé à 9%, qui avait déjà été utilisé par les Allemands et proposé par les Allemands au début de 1900, et surtout, c'est la gomme arabique en solution à 6%. Les voies proposées, c'est tout. Simplement, on se rend compte que ce qui marche le mieux, c'est quand même en intraveineux. C'est l'utilisation de la transfusion sanguine. L'utilisation de l'oxygène, peu. Ça ne fait même pas partie de l'équipement dont on verra des shock wards, il n'y a pas d'oxygène. L'utilisation de l'oxygène, c'est un peu confidentiel, et puis c'est le principe de chirurgie rapide sous anesthésie adaptée, donc théoriquement sous protoxyde d'azote, ce qui a souvent peu lieu, et puis par contre l'utilisation du garrot et des vasoconstricteurs est très discutée déjà, ce qui prouve que nous n'évoluons peu dans nos discussions. Ça c'est l'expérience de Baylis, on fait du remplissage avec du sérum, alors pas à 9%, je suis désolé, il y a 9 pour 1000, et puis c'est le décès, et puis c'est l'infusion de gomme arabique qui permet de maintenir de manière idéale la tension artérielle. La réanimation, ça c'est, il y a eu publication donc d'un manuel de réanimation avec les grands principes. On évalue le choc, on mesure la tension artérielle et le pouls, ce qui était rarement fait. On réchauffe le blessé, on commence par mettre du sérum salé intrarectal, de la gomme arabique et la place de la transfusion sanguine. Et puis ça sera la création des shock wards au niveau des antennes qui seront armés par des médecins et des infirmiers spécialement entraînés et dont le rôle exclusif, ça sera un rôle de réanimation. Ce sont finalement les premiers réanimateurs stricto sensu qui vont être utilisés, préparent l'accueil et traiter les blessés en état de choc. Et en fait, quand on s'aperçoit que dans leur travail, il y avait donc faire tout ce qui a été mentionné précédemment, et c'était surtout tout le problème de la transfusion sanguine, de préparer la transfusion sanguine, éventuellement de trouver des dons. La transfusion, donc, c'est, je dirais, le point quasiment le plus important de cette guerre, de cette Première Guerre mondiale. L'histoire que, bon, c'est le 16 octobre, donc le professeur Émile Jeanbrot de Montpellier réalise la première transfusion de la Grande Guerre. Donc nous sommes déjà à plus de 3 mois du début de la guerre, il y a quand même eu beaucoup de blessés, et Isidore Collat sauve par le don de son sang le caporal Henri Legrain qui était arrivé blessé, qui avait été blessé le 28 septembre et qui était arrivé exsangue du front. Et c'est de la transfusion, je dirais, de bras à bras, on verra, et ces 44 transfusions seront réalisées à la fin de 2014, et... Oh, pardon. Est-ce que ça, c'est les mauvaises habitudes de diapo mal relue, je suis désolé. Et puis, donc, il n'y a pas de vérification de compatibilité, même si cela est connu. Et ça sera pendant, quasiment jusqu'à la fin de la guerre, dans les transfusions, on ne vérifiera pas la compatibilité. Sauf un chirurgien. On va...
Ça, c'est donc l'image classique des frères de sang. Hein. Il y avait une grande imagerie populaire autour de ce don du sang dirigé, avec une grande valorisation des donneurs. Nous sommes dans ce principe qui a été toujours présent au cours de la guerre de 14, de cette union nationale qui a été extrêmement importante. La transfusion, les premières techniques, c'est les techniques de bras à bras, c'est Georges Krill, c'est Alexis Carrel qui les ont mis. Les méthodes indirectes avec les seringues, on verra Lindemann et Robertson, avec l'utilisation de seringues qui sont soit maintenues dans la glace, soit paraffinées, soit les deux, parce que finalement, quand on associe les deux méthodes, mais ce sont des méthodes lourdes, peu pratiques et surtout difficilement réalisables sur le front, donc il n'y a pas de transfusion sur le front. Les premières transfusions, elles ont lieu au niveau des antennes chirurgicales ou des casualty clearing stations. Ça, c'est la technique de Carrel où on astomose l'artère avec la veine du receveur. Donc, on se rend bien compte qu'il n'y a aucune mesure de ce qu'on transfuse. Hein. On ne sait pas bien ce qu'on fait. C'est un peu lourd. C'est de la chirurgie. Voilà. Il faut qu'il y ait du monde. Ça, c'est la seringue de Jubbé. C'est le principe de ces seringues donc, où on paraffinait pour éviter la coagulation, où on le mettait dans la glace. Et globalement, on voyait que le rendement, c'est on arrivait à faire à peu près 5 aspirations, réinjections, pas plus, et ensuite ça coagulait. Voilà le principe de la technique de Jubbé. La révolution qui va arriver, c'est le sang citraté. C'est connu depuis 1902 pour la conservation du sang en laboratoire. Albert Hustine a réalisé donc en Belgique, avant la guerre, je crois que c'était en mars 1914, la première transfusion de sang citraté, mais on ne connaissait pas encore exactement quelle était la bonne dose, et c'est les travaux d'Agot et de Levison qui ont déterminé la dose maximale non toxique de citrate, hein, avec le grand risque bien sûr en particulier d'hypocalcémie. La transfusion de sang citraté, c'est le prélèvement du sang du donneur, là c'est beaucoup plus simple, et la retransfusion. Là aussi, on arrive à un pas de plus, et c'est pour ça que pendant justement l'évolution de cette transfusion a été assez extraordinaire, parce qu'on est arrivé finalement à la transfusion de bras à bras, transfusion justement par méthode sang glacé, le citrate, et puis c'est la conservation, c'est-à-dire on est en 1916, Roux et Turner montrent que l'adjonction de glucose au citrate permet la conservation du sang pendant plusieurs jours. Robertson montre que le sang peut être conservé 26 jours et Émile Jambon réalise les premières transfusions de sang citraté à l'ambulance 13 en mai 1917. Et c'est là que certains vont faire naître l'idée d'un stockage, et je ne voudrais pas dire de bêtises, il y a un trou, sur qui avait fait même je dirais une première banque dans son ambulance de sang O, de donneurs O universels, qui était le groupe 4, justement à partir de ces données-là. Est-ce que c'est Robertson? Excusez-moi, j'ai un trou. La transfusion, le problème de la compatibilité, même s'il était très connu, hein, ne sont pas utilisés, et ça ne deviendra systématique qu'à la fin de la guerre. Voilà. Parce qu'il y a quand même eu un certain nombre d'accidents d'hémolyse qui sont rapportés, mais Ward a transfusé dans son ambulance de la Vange plus de 250 patients. Il y a eu quand même une très grosse activité transfusionnelle au niveau des ambulances. Alors, le problème de la quantité, pareil, c'est un problème mal connu. On sait qu'avec le sang citraté, on peut transfuser jusqu'à 2,5 litres de sang sans risque. C'est ce qui a été déterminé. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de ces transfusions massives. Par contre, les utilisateurs trouvent toujours un effet spectaculaire, hein, sur leurs blessés dès qu'ils se sont des blessés hémorragiques de la transfusion, même sous faible quantité. Et dès la fin de la guerre, l'idée aussi, et ça s'est mené par Roux, d'utiliser les éléments du composé du sang de manière isolée, les globules rouges d'un côté et le plasma de l'autre, ça existe déjà. Voilà les
toute cette activité. Les grandes avancées, si on les résume, ben, c'est le remplissage, c'est la transfusion, l'utilisation de l'oxygène dans le choc. Je me suis peut-être un petit peu avancé parce qu'en particulier au niveau des chocs ward dont j'ai parlé, il n'y avait aucun moyen de secours respiratoire, ça n'existait pas. La reconnaissance du rôle de l'anesthésiste, ça a été évoqué dans la communication sur l'anesthésie belge, on le sait chez nous, ça a mis quasiment une guerre de plus, entre guillemets, pour être réel. Par contre, l'optimisation de l'administration, oui, ça ce sont des choses qui ont vraiment existé et qui ont été un progrès. Le dispositif de triage, le parage et la chirurgie précoce et le développement de l'intubation trachéale, que je n'ai pas abordé parce que finalement, là aussi, il y a deux histoires. Il y a deux histoires. On sait que l'intubation trachéale, elle est ancienne. L'abord des voies aériennes se fait avant le début du XXe siècle. C'est Kirstein avec son otoscope. C'est l'utilisation des sondes d'intubation métallique par Kuhn, on est avant 1910. Puis ensuite, ça va être McGill avec les tubes de caoutchouc et l'intubation nasotrachéale à l'aveugle. Mais on voit que c'est quasiment pas utilisé. Et en particulier, là où on en aurait eu le plus besoin en chirurgie immédiate, dans la chirurgie pulmonaire, on a des développements de ventilation en pression positive, mais au masque, pour ne pas utiliser l'intubation. L'intubation, elle va être essentiellement utilisée dans tout ce qui est chirurgie réparatrice à l'arrière, et on s'aperçoit que cette intubation est une intubation qui est faite sous anesthésie locale dans la plupart des cas et que le patient est endormi après. Voilà, je vous remercie de votre attention.